soir par vous lire un texte qui est en fait un témoignage que j'ai reçu récemment d'une personne qui est allée consulter à l'hôpital et qui livre ses impressions. Ça dure à peu près 6 minutes. Et je pense que ça va vous captiver. Les médecins sont jeunes, équipés de doigts blancs, livides, étonnamment agiles. Je dirais qu'ils ont des mains efficaces. Elles jonglent du clavier d'ordinateur à leurs multiples téléphones. Ils ont toujours au moins 2 téléphones, un dans la poche droite et un dans la gauche. Parfois, certains sont même équipés d'un appareil discret à l'oreille, on jurait qu'ils nous parlent. Mais détrompez-vous, ils causent à leur téléphone invisible de l'oreille. Ils n'ont point d'yeux pour vous et encore moins de paroles lumineuses. Loin dans mes souvenirs, je revois mon premier cardiologue qui, serrant mes mains dans les siennes, me disait de tout son cœur qu'il ferait tout ce qui est possible de faire et que l'équipe ne me laisserait jamais tomber. Plus de 30 années se sont écoulées et l'ambiance médicale s'est drastiquement aseptisée. Les docteurs de dernière génération ne vous saluent même plus. Une secrétaire me lance. Mais qu'est-ce que vous attendez? Le docteur vous attend, entrez. Au beau milieu de la salle d'attente bondée de malades, toujours plus malades, la secrétaire d'un coup de menton sec m'indique le bureau. Le docteur est en train de frapper frénétiquement tous les chiffres reçus. Il ne répond pas à mon bonjour. Il est visiblement absorbé. Je m'assois. Enthousiaste, je dis quand même que je trouve incroyable le fait que mes chiffres respiratoires augmentent. Il rompt son silence et dit « Vous êtes complètement inconscient, ça fait 4 ans qu'on ne vous a pas vu. » Sa réponse concise ne me déballonne pas. Je renchéris en lui disant que selon les dires des médecins, mon état devait fatalement se dégrader. Alors, c'est drôlement surprenant, mes poumons se régénéraient-ils? Il me coupe net. Vous savez que les greffés qui ne viennent pas régulièrement meurent dans des circonstances atroces? Je restais à mon tour indifférente à ses propos et demeurée fascinée par ces petits poumons merveilleux qui palpitent en moi. Je me disais en moi-même que ce serait bien que ce docteur prenne conscience de ça pour ouvrir une piste, peut-être pour d'autres greffés, mais visiblement ça l'indiffère complètement. Il continue d'enfourner tout un tas de chiffres avec ses petits doigts rapides. Je me disais en moi-même que ça devait certainement lui arriver de se tromper en les recopiant à un chiffre près. Hop là, t'es bon pour la crémation. Il rentre désormais mon compte-rendu de coroscanner. Puis, voici mon tour, je rentre dans le box et me déshabille dans ce clapier, dirons-nous, car c'est plutôt de la taille d'un isoloir ou d'un chiotte. J'attends assez longtemps donc, je finis par me rhabiller pour ne pas attraper froid, et voilà que la porte s'ouvre. Alors là, je commence à parlementer. Peut-on faire un scanner sans injection? Ah ben non, ma petite dame, car il faut un liquide de contraste pour tout voir correctement. Je leur explique que je vais bien et que du coup je préférais éviter tout ça pour préserver mes reins fragiles. Ah, bon, l'infirmière appelle les collègues en renfort. Mais madame, il faut faire cet examen, vous comprenez? Et patati et patata. Promis, on va vous mettre une toute petite dose, une mini-dosette. Pas rassurée du tout, on me demande de m'asseoir et une étudiante infirmière vient pour me placer le cathéter. Elle me pose des questions. Êtes-vous allergique à l'iode? Non. Et pour le bêta-bloquant qui doit ralentir le cœur pour faire de belles images, avez-vous le syndrome de Raynaud? Eh oui, claironne-je toute contente pour une fois d'avoir ce syndrome chiant. Avez-vous des bronchites? Oh oui, dis-je gravement, même si c'est extrêmement rare. Bref, avec cette succession de réponses qui rendrait tout vertique sans appel, la conclusion de la jeune écervelée n'est pas concluante du tout pour moi, car elle dit « c'est bon quand même ». Bah, alors pourquoi pose-t-elle toutes ces questions? Je lui explique qu'une fois j'avais été mal piquée, que tout le liquide, au lieu d'aller dans la veine, était rentré sous la peau, que ça m'avait fait très mal. Elle tâte une veine puis une autre, elle est sûre que ça n'arrivera pas. Elle pique. Bref, rien ne pouvait la dissuader. J'entre dans les salles de scanner, m'assois sur leur table, redemande à l'équipe totalement indifférente de bien m'administrer un minimum d'iode. Je m'allonge, passe mes bras au-dessus de la tête et on m'enfonce dans le tube de scanner. Je fais ce qu'ils me disent. À la fin, j'en aperçois que la dose complète vient d'être injectée. Eh oui, c'est comme ça. Comment leur faire confiance? Allez dans votre box, me dit l'infirmière comme un chien dans sa niche. On viendra vous retirer le cathéter. J'attends un certain moment, personne. Je passe ma veste sur les épaules et sors dans le couloir, désobéissant aux consignes. La secrétaire de mon pneumologue arrive en beuglant. Et que faites-vous? Le docteur attend. Je tente d'arracher toute seule les tubulures et la jeune infirmière arrive toute honteuse pour m'en délivrer.
La veine a tenu, mais vous m'avez encore oublié, lui dis-je. Je cours rejoindre l'autre aile du bâtiment. La secrétaire me dit que j'ai pas de chance, car le docteur vient de partir déjeuner. Bref, je reviens dans le bureau du docteur, repu après sa pause repas. Il vient de terminer son clapotement frénétique sur son clavier d'ordinateur. Il attend impatiemment le verdict de l'intelligence artificielle. La bête immonde inscrit en noir sur fond bleu, infarctus imminent. Et voilà, dit le docteur, voyez, à force de ne pas venir, voyez où vous en êtes. Je lui dis ne pas comprendre, puisque mes poumons vont bien, que l'écho cœur est bonne, le CG aussi, et que le médecin du gros scanner m'a dit que j'avais un dépôt sur mes coronaires plus important qu'en 2020, et que ça demanderait un simple contrôle dans un an. Mais voilà, ce con d'ordinateur indique infarctus imminent. Le docteur ajoute que je risque de mourir dans la semaine. Ah, je rigolant, c'est du propre, c'est propre ou un claquement, un coup sec. Le médecin excédé va dans le bureau d'en face rejoindre sa secrétaire. Je me emboîte le bas et j'entends « Trouvez-lui une place, il faut l'opérer tout de suite ». Puis le docteur me claque la porte au nez. Leur conversation se prolonge à bas bruit. Le médecin sort et s'en va. Pas de au revoir, rien. Sans explication, je reçois une ordonnance bourrée de nouveaux médicaments qui favorisent certainement l'encrassage du coronaire qu'ils veulent me déboucher. La secrétaire me dit qu'elle me rappellera très vite pour que je remonte à Paris. Alors voilà, c'était le texte que je voulais vous lire en plus d'introduction. Je me suis dit qu'il y avait matière à une réaction. Ou volontiers. Ouais. Bah, je pense que ça parle à tout le monde, je pense que ça parle à tous les gens qui sont déjà été confrontés à l'hôpital ces dernières années. Ça me rappelle pourquoi je l'ai quitté. D'ailleurs, j'apporte une correction à ce qui est dit. Je ne suis pas médecin interniste, j'ai le diplôme de médecin praticien, qui est 2 ans avant le niveau de l'interniste. D'accord. Qui est la spécialité de médecine générale de l'interniste. Et justement, c'est parce qu'il fallait faire 2 ans de plus à l'hôpital que j'ai pas pu être interniste, parce que je me rendais compte à l'époque que que j'étais en train de changer, et pas en bien. J'étais en train de perdre l'essence qui fait notre métier, j'étais en train de perdre la passion, j'étais en train de perdre la compassion. Et même avec beaucoup de remises en question, avec ma foi, ma pratique et tout ça, l'ambiance t'entraîne vers quelque chose d'assez inhumain. Et du coup, j'ai préféré voler de mes propres ailes, faire le diplôme qui me permettait de sortir de l'hôpital le plus tôt possible pour pas devenir. Et je sais que ça parle. Un de mes collègues dans la salle, qui a vraiment bien. C'était dur pour lui d'aller jusqu'à ce diplôme d'interniste, justement. Je l'ai quand même conseillé de le faire. Mais c'est vrai que l'hôpital est devenu kafkaïen et extrêmement toxique. Et c'est terrible de se dire que finalement, parce que l'hôpital public, c'est là où vont les cas les plus difficiles, les cas qui ont le plus besoin d'un bon soin. Et ça va être là où le soin est en train de dégringoler en qualité, mais aussi, surtout, parce que l'humain est en train de. Le témoignage est génial, est en train d'être sorti. Et là, elle a déjà un pied, en fait, dans effectivement ce que les instances qui ont l'habitude de prendre des décisions pour le reste du monde, et de faire des projections et qui ont une idée du progrès, veulent nous amener vers cette médecine qu'ils appellent 2.0, assistée par l'intelligence artificielle, et dans laquelle, malheureusement, beaucoup de. La médecine est tirée un peu par les cheveux de force et qui mène à ce genre de traitement où on a finalement tout perdu. Aujourd'hui, on n'a pas une médecine qui a des meilleures stats que celle des années 80, celle des années 70. On n'est pas meilleur, on est plutôt moins bon. Et par contre, les traitements sont absolument inhumains. Moi, quand je dois envoyer un patient à l'hôpital, il est terrorisé. Je veux dire, et même en disant, mais attendez, je connais des gens, en passant les coups de fil, en faisant en sorte qu'ils puissent être pris par les gens, qu'ils ne voient pas 150 personnes, que ça puisse être un minimum personnalisé, d'avoir des gens au téléphone qui me disent, oui, t'inquiète pas, on va faire ça, je le vois personnellement, je vois de toute façon, ça marche jamais. Ça marche jamais, ils sont toujours pris en charge n'importe comment par n'importe qui. C'est vrai qu'on est vraiment face à un problème, avec un problème, mais je ne saurais pas résoudre. Je pense que c'est
comme beaucoup de choses, c'est une fin de cycle, et il faudra que la médecine se renouvelle. Oui. Ce qui me frappe aussi, c'est dans ce témoignage, on a l'impression qu'il n'y a plus de vocation. Le médecin qui ne regarde pas son patient, qui ne lui parle pas, qui ne prend même pas la peine d'écouter. L'infirmière, la même chose, la secrétaire, pareil. Enfin, on est dans une unité de soins et on se dit, mais que reste-t-il d'humain? De rien, parce que c'est là que c'est caféin, c'est l'introduction dans la médecine des protocoles, des procédures, des comptes à rendre à des administrations et à des millefeuilles administratifs de plus en plus grands. Et donc, et c'est beaucoup plus sur ça aujourd'hui qu'on te met la pression dans ton métier de médecin. Est-ce que le dossier a été bien rempli? Est-ce que tu as mis tous les détails, etc., etc. Est-ce que les données peuvent être récoltées, etc., etc. Que sur le patient. Finalement, la médecine, à une époque, il y avait très peu de choses dans le dossier médical. En fait, la consultation, elle se passe entre le médecin et le malade. Mettez une petite note, juste pour savoir dans quelle direction on va. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde le dit, les médecins, dans le témoignage, passent beaucoup plus de temps devant leur ordinateur, passent beaucoup plus de temps à interagir avec le malade via des interfaces. C'est ça. Et même quand on a des besoins, et il y a tout un tas de choses qui passent à la trappe. Et c'est compliqué, les gens le vivent mal. Quand on sait ce que c'est que l'effet placebo et l'effet nocebo, c'est 30% de l'effet thérapeutique. Donc finalement, une consultation qui se passe bien sur le plan humain, c'est 30% de gagné. Et si elle se passe mal sur le plan humain, c'est 30% de perdu. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je tiens à dire, je ne vous ai pas dit, mais la personne est toujours vivante. Et ce témoignage date d'il y a 4 mois. Infarctus imminent. Bon, elle va bien. Oui, alors ça, c'est justement, c'est ces logiciels statistiques, effectivement, ils te donnent une probabilité d'infarctus dans la semaine. Donc là, elle avait une probabilité, je pense, de 95% d'infarctus dans la semaine, mais c'est une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle fait très bien des choses de pas très bonne qualité. On dit que c'est en train de révolutionner le monde, mais si vous avez déjà ceux qui ont bidouillé un peu avec l'intelligence artificielle, tu vas faire une photo qui est faite avec de l'IA, ça se voit qu'elle est faite avec de l'IA. Un texte qui a été écrit avec de l'IA, ça se voit qu'il a été fait avec de l'IA. Donc oui, ça va être mieux que quelqu'un qui n'a aucune compétence là-dedans. Voilà, que le Pékin moyen. Mais non, ça n'aura pas la qualité de la photo d'un immense photographe, de la peinture d'un immense peintre, ou de quelqu'un qui a une expertise, ou d'un écrivain qui a une plume, qui a une touche. Pour l'instant, on en est encore très loin. Mais il y a un processus psychologique, et là, je pense que tu pourras développer là-dessus, qui est, en fait, il y a deux choses, je pense, qui se mêlent à ça. Il y a le syndrome de l'imposteur et l'expérience de 1000 grammes, quelque part. Parce qu'en fait, justement, ces prothèses, aujourd'hui, je pense que les médecins sont de moins en moins bien formés. Et de moins en moins bien formés en sémiologie, c'est-à-dire, justement, toucher du malade, avoir le feeling, sentir qu'est-ce qui se passe. L'examen clinique est bâclé, on se cache derrière les examens complémentaires, et il y a, dans l'hôpital particulièrement, une dilution de la responsabilité. Et finalement, et plus on apporte à ces médecins qui finalement, au fond d'eux, ne sont pas sûrs d'eux, et savent qu'il y a un problème qui cloche dans leur connaissance, etc., plus justement ils se réfugient. D'ailleurs, justement, là, le logiciel, il a dit infarctus l'année prochaine, super. On m'enlève la responsabilité, c'est le logiciel qui a dit, expérience de 1000 grammes, t'es jamais plus sûr de toi que quand c'est pas toi qui prends réellement la décision, mais qu'il y a une autorité ou une dilution de la responsabilité. Là, aujourd'hui, il y a énormément de ça en médecine. C'est pour ça que pendant le Covid, j'aimais bien remettre mes collègues un peu par rapport au vaccin et ce genre de choses, de dire voilà, est-ce que c'est bien, tu es convaincu qu'il faut les vacciner. Est-ce que tu es prêt à signer, à dire je m'engage? Déjà, ils réfléchissent un peu plus, et c'est compliqué. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Tu parlais d'examen clinique. Je ne suis même pas sûre que les médecins aient encore le temps d'examiner leurs patients, ou prennent le temps, parce qu'il y a les deux. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'était les paroles lumineuses. Et personne ne regarde cette personne ne lui parle correctement non plus. C'est toujours, elle dit bien comme un chien dans un jockey. Alors que les paroles, quand on regarde son patient et qu'on lui parle vraiment, ça lui fait tout de suite du bien.
même au-delà du diagnostic, etc., la relation humaine fait du bien. Bien sûr, moi je compte pas. J'ai beaucoup de patients dans la médecine que je pratique, j'ai beaucoup de gens qui viennent en errance thérapeutique. Donc ils ont vu plein de gens, des spécialistes, machin, tout ça. Ils ont des longs parcours souvent. Et le nombre de personnes qui me disent mais c'est le premier médecin qui m'examine, c'est un truc de fou. J'ai des gens qui n'ont pas été. Ils sont malades chroniques depuis des années et ils n'ont pas été examinés depuis 2 ans et demi, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, faire un vrai examen clinique complet. Et puis, pareil, aussi, qui prend le temps de discuter. Voilà, la personne, je sais qu'elle est en France en plus. Oui. C'est compliqué, tu vois. Et après, le système est fait pour. Le système, c'est voulu que la médecine en soit arrivée là. Les gens. Il y avait quand même. Pourquoi il n'y a plus de vocation dans ce métier? Parce que la première année est faite pour sélectionner des gens qui sont capables d'apprendre par cœur. Un programme que tu es censé, si tu veux le comprendre, mettre 2 ou 3 ans à l'emmagasiner. Tu fais un programme volontairement énorme pour que seuls ceux qui passeront sont ceux qui sont capables d'apprendre par cœur. Alors, tu n'es pas intelligent quand tu apprends par cœur, tu es très endoctrinal. Donc en fait, on a choisi en Occident de sélectionner les médecins sur leur capacité à être endoctrinés. C'est-à-dire à apprendre des choses sans les remettre en question. Un quart de mes collègues en première année, ils dégueulaient le cours sur la page, et après tu leur posais une question sur mais ça veut dire quoi, incapable de le dire. Et donc, mais par contre, avec le biais qui est qu'ils sont sélectionnés après, ils disent super intelligents. En plus, il y a un handicap par rapport à la remise en question, tu es persuadé d'être le summum de l'intelligence. Alors qu'en fait, vraiment, normalement, l'intelligence, c'est le calcul, c'est l'esprit de déduction, c'est la capacité de faire des liens, des choses comme ça. Et pour faire ta première année de médecine, limite, si tu veux vraiment la réussir rapide et bien, il faut mettre tout ça à la poubelle. Il faut vraiment apprendre tes cours par cœur. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, tout ce qu'on a dit après, c'est-à-dire que la médecine est devenue très protocolaire. Donc on peut avoir une vision complotiste, je pense qu'il y a vraiment un dessin derrière. Mais ça peut être aussi, on peut avoir une vision structuraliste, c'est-à-dire que d'où ça vient, ces guidelines, cette médecine de plus en plus protocolée. Des gros procès des années 80 aux États-Unis, où des médecins, des cliniques se sont fait condamner à millions de dollars, milliards de dollars, enfin des trucs complètement délirants, parce qu'aux États-Unis, il y a les avocats qui faisaient la sortie des hôpitaux. Est-ce que vous êtes sûr que oui, on vous a sauvé la vie, mais est-ce qu'on vous a pas pété une côte, quelque chose comme ça. Et ça, effectivement, ce truc-là a fait que, du coup, il y a eu la mise en place de guidelines, de guides de bonne conduite qu'il faut suivre. Et donc, ce qui amène aujourd'hui à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai tué mon patient, mais j'ai suivi les guidelines, il ne m'arrive rien devant le tribunal. J'ai sauvé mon patient, mais je n'ai pas suivi les guidelines. Si c'est un patient qui n'est pas reconnaissant et qui a quand même envie de me poursuivre, il aura gain de cause devant le tribunal. Et donc le guidelines est devenu le truc derrière lequel on se cache. Et en fait, c'est devenu une fin en soi, et plus personne ne les questionne. Et je trouve que c'est dommage que notre médecine en Occident européen ait suivi ce mouvement-là, parce que nous, on n'a pas ces problèmes-là. Il n'y a pas ce danger-là pour un médecin qui pratique en Suisse ou en France, mais malgré tout, notre médecine suit beaucoup l'Amérique. L'Amérique a un pouvoir de lobbying, un pouvoir d'imposer ses idées, ses systèmes, des stratégies pour le faire, qui font qu'on fonctionne tous en se cachant derrière ces guidelines, comme les médecins américains. Et donc aujourd'hui, les médecins dans les hôpitaux, leur priorité, c'est pas essayer de comprendre quel est le problème du patient et de le résoudre, c'est de se couvrir. C'est de se couvrir, donc beaucoup d'examens complémentaires qui sont là, pas pour un diagnostic, mais pour exclure les trucs qui pourraient te mettre dans la merde. Et donc une médecine qui est devenue finalement, qui est motivée par des choses très mauvaises, c'est-à-dire la peur de la hiérarchie à l'hôpital, qui veut que tu n'emmerdes pas et que tu fasses tourner le service comme il faut et qu'il n'y ait pas de problème, et la peur du patient, littéralement, alors que le patient, il a besoin de toi, donc on est dans une médecine qui est devenue une médecine toxique. Oui, alors complètement d'accord là aussi. On fonctionne à la peur, toujours la peur, soit, alors moi je suis en psychiatrie, mais la peur d'avoir un procès, la peur qu'on puisse nous reprocher quelque chose, du coup on soigne le dossier et plus le patient. Ce qui est incroyable, et puis on n'écoute plus,
en plus, enfin, quand j'ai passé 2 ans à l'hôpital, il faut que les patients sortent très vite. Alors en psychiatrie, enfin, des fois c'est pas possible, mais c'est pas grave, il faut qu'il sorte. Alors il revient, c'est pas grave, mais c'est un nouveau séjour. Donc il va rapporter de l'argent. Il y a quelque chose de monstrueux là-dedans qui nous déshumanise complètement. Et j'ai l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins. Soit on va vers l'IA, les protocoles, etc., et finalement une forme de transhumanisme, soit on reprend un peu notre ADN. Nous, on est des humains, on n'est pas là pour être des transhumains, des humains augmentés, on va très bien comme ça. C'est ça qui est compliqué. Les médecins de nouvelle génération sont vraiment hyper formatés, les plus jeunes encore plus que ma génération, parce que je commence à être vieux. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on puisse en parler beaucoup plus de ça, de notre profession entre médecins, parce qu'ils ne se rendent pas compte, surtout les jeunes, que on les entraîne à penser comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à ne pas penser, à cocher les critères et à appliquer les guidelines qui correspondent bêtement. Et en fait, c'est dans le but de les remplacer. Donc en fait, ils sont en train de scier la branche à laquelle ils sont assis, la profession, parce que si tu penses comme ça, si tu penses comme on pense aujourd'hui, ah tiens, case diagnostic, hop, tiroir, prise en charge, tac, 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 selon up-to-date, par exemple, c'est un des trucs qui m'a fait arrêter. C'est que j'appelais mon chef, il n'y a pas souvent besoin, mais des fois j'appelais mon chef pour avoir un avis de quelqu'un qui a de l'expérience. Tiens, j'ai ce cas, c'est la première fois que j'en vois un, qu'est-ce que t'en penses? Et il me répondait toujours, t'as regardé dans up-to-date? Donc n'importe qui peut regarder dans up-to-date. Tu peux être étudiant, mais aujourd'hui tu nourris une IA avec up-to-date, elle te donne la solution. Et elle ne coûte pas 7000 balles par mois. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, je pense que c'est voulu de rendre les médecins bêtes et méchants. En même temps, ils se feront supprimer leur métier et ils auront finalement récolté ce qu'ils sèment. Et donc ça serait vraiment bien qu'il y ait moins de stress, moins d'empressement, et qu'ils puissent prendre un pas de recul. Mais ça, c'est tout ce dont on a tous besoin de faire dans la vie, et d'avoir une espèce de vision qui peut au-dessus, et de se rendre compte qu'effectivement, il y a d'autres façons de pratiquer le métier, et surtout que la façon dans laquelle on les pousse, in fine, c'est toujours pareil quand tu fais un contrat avec le diable, à la fin, c'est toujours toi qui passe à la casse-porte. Ça c'est sûr. Alors, complètement d'accord avec toi, et c'est vrai que tu dis, s'ils raisonnent comme une IA, ils vont être remplacés par l'IA. Et c'est évident. C'est évident. Il y a déjà, en France, je me suis laissé dire une espèce de photomaton, là, de petite cabine, où il y a un stéthoscope, il y a un médecin virtuel, sur l'écran, alors vous toussez, oui, non, etc. On met un peu le stéthoscope sur soi, et puis le médecin pond une ordonnance. Enfin, c'est affreux. Moi, quand j'étais jeune médecin, c'était la fin justement des vrais grands médecins. On avait des professeurs, à chaque fois qu'ils débarquaient, c'était incroyable, ils nous apprenaient des trucs. Il y avait vraiment une différence énorme entre une consultation avec le stagiaire de fin d'études et un ponte. Aujourd'hui, j'ai des patients, ils viennent me voir, ils me disent, je suis chez le professeur machin, il voit tous les gens qui ont mon diagnostic et tout ça sur le canton de Genève, et il fait la même prise en charge exactement qui est dans up-to-date, donc que peut faire l'étudiant de 6e année. Il n'y a aucune différence. Donc le métier, on l'a tué complètement avec cette façon de fonctionner. Oui, ça me rend très triste parce que je pense que d'abord c'est un art, c'est pas un métier. Et donc on ne peut pas le protocoler. Or, il n'y a pas 2 patients avec le même diagnostic qu'on va soigner de la même manière, parce qu'ils n'ont pas la même histoire, parce que, par exemple, moi je ne peux pas prescrire un antidépresseur à quelqu'un dont le père ou la mère s'est suicidé avec cet antidépresseur-là. Pourtant, c'est le plus indiqué vu la forme de dépression, par exemple. Il y a des tas, je donne ça comme exemple, mais il y a des tas de paramètres qu'on va prendre en compte. Et c'est le règle de la statistique. C'est le règle de la statistique et d'une forme de science qui est basée sur les statistiques. Et donc en fait, quand on suit que cette science-là, ils appellent evidence-based, mais en fait ils font des raccourcis énormes, parce que l'evidence-based médecine, c'est un triptyque déjà, donc là il n'y a plus de triptyque, il n'y a plus que la data, et en plus après c'est
On veut en fait, on l'a vu pendant le Covid, on ne prend en compte que ce qui est démontré par une étude randomisée, multicentrique, en double aveugle. Et en fait, ça c'est vraiment l'industrie qui a pu imposer sa loi, parce que en vrai, l'étude randomisée multicentrique en double aveugle, ça n'a d'utilité que si tu veux mettre sur le marché un nouveau médicament pour pouvoir justement prouver, il faut le donner à beaucoup de gens, pour pouvoir prouver qu'il est supérieur aux molécules gold standard en ce moment. Alors après, ils bidouillent à fond. Ils ont plein de modèles statistiques pour les faire aller. Et ça, c'est une méthodologie, à la limite, elle se comprend. Mais aujourd'hui, en fait, on a réussi à faire rentrer dans la tête des étudiants et des médecins que la science, c'était ça. Et donc, en fait, ils ne prennent en compte que ça. C'est pour ça qu'ils ont tous critiqué Raoult avec sa petite étude rapide faite sur 25 patients, très vite, pour comparer. Bon, ben, nous, on donne un traitement, l'hôpital à côté, il donne du Doliprane, et on compare les deux groupes. Et tout le monde a dit, mais ça n'a aucune valeur, c'est nul, machin et tout. Pas du tout. Dans ta pratique de médecin, tu vois 5 patients et tu utilises un traitement et ça marche sur 4. C'est énorme comme valeur. Tu vois, si tu as ton truc qui marche, tu vois que les patients vont mieux, etc. Et on a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, par ces biais-là, un médecin qui voit un truc fonctionner, on lui fait nier le réel au profit d'une statistique de voilà, on a un truc où on a démontré avec une p-value significative qu'on a une amélioration de 5% à 5 ans. Et ça, alors ça c'est incroyable. Ça, il faut aller là-dessus. Aussi, il y a l'étiquette Lancet et tout ça. Et en fait, si on continue dans cette médecine-là, on traite un patient virtuel. C'est parfait pour l'IA. Parce qu'en fait, le patient qui correspond aux statistiques, ce sera un patient dont tous les paramètres biologiques correspondent à la moyenne de la courbe de Gauss de la population. Ce patient, il n'existe pas, il est fictif. Et on fait aujourd'hui de la médecine avec cette statistique-là pour un patient qui n'existe pas. Le patient qui est devant toi, c'est le patient qui est devant toi, il est unique. Où est-ce qu'il est sur la courbe de Gauss? Ben, peut-être qu'il est au milieu, mais peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est de l'autre côté. Et alors après, quand tu reprends la somme de tous ces paramètres, ben, peut-être que, effectivement, moi par exemple, j'étais frustré à l'époque quand j'en avais étudié la statistique et les courbes de Gauss, parce que j'étais dans la moyenne en taille, en poids, j'étais tout la moyenne. Je me disais, moi je suis la personne la plus ordinaire d'Europe. Et voilà, tu peux être là-dessus. Mais par contre, ta fonction hépatique, ben, ça se trouve, elle est là, tu vois ce que je veux dire. Et après, ta fonction cardiaque, elle est peut-être là. Donc, on est tous uniques. Et cette médecine, guidée par les industriels, nous a complètement déformés. Et les médecins ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont été éduqués là-dedans. L'industrie, il faut comprendre, on ne peut pas lui en vouloir. L'industrie, elle veut vendre un produit au maximum de personnes. Exemple, le vaccin. Le vaccin, ils ont voulu l'imposer à tout le monde parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. On ne se fait pas chier, on ne fait pas. La médecine personnalisée, bon, évidemment, c'est celle qui prend le plus de moyens. Un produit standardisé, le McDo, un produit standardisé avec voilà, des normes, c'est toujours le même, et on le vend à tout le monde. Voilà. Et quand on impose ce produit, on ne peut que tuer des gens, en fait. Puisque même avec un très bon traitement, ton patient il va rentrer dans 3 catégories. Soit ça va lui faire du bien, soit ça va rien lui faire, soit ça va lui faire du mal. Donc si tu dis ce produit-là, n'importe lequel, ok, celui-là on prend, et on le donne à toute la salle, bah on aura des gens qui ça va faire un peu de bien, des gens qui vont rien sentir, et on va faire du mal à quelques personnes. Et c'est pas compliqué à comprendre ça. C'est logique. Absolument pas. C'est absolument logique ce que tu dis. Mais on l'apprend ça quand même. Et après, on est déformé. Je pense qu'aujourd'hui, le médecin, si un jour, je ne sais pas si on entendra, si on va dans la salle, il faut absolument retrouver le respect de notre métier. Et je pense que la crise Covid a mis des choses en lumière, et c'est dommage, j'ai pas l'impression, la profession elle est compliquée, mais je vous dis, les médecins sont sélectionnés, et donc c'est une population particulière. Je ne les mets pas tous dans le même sac, mais quand même, globalement, il y a une sélection qui s'est formée avec des profils psychologiques, etc., qui font que, malheureusement, si on commence à couper les budgets, alors augmenter les cadences et surtout alors à les intéresser davantage à tout ce qui est rendre des comptes aux administrations et moins à leurs patients, eh bien ça aboutit à ça. Ouais. Oui. Bon, ça c'est déprimant. Et tu as dit un mot
sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu dis il faut que les médecins retrouvent le respect de leur profession. Et j'ai envie de dire il faut que nous retrouvions tous le respect de nous-mêmes déjà. Nous sommes tous des êtres humains et on est beaucoup plus vaste, Dieu merci, que l'intelligence artificielle. J'aime bien Philippe Guillemont, il dit intelligence et artificielle ça ne va pas ensemble, hein. Ce sera toujours antinomique. Voilà, alors bien entendu. Et nous, on a cette créativité que l'intelligence artificielle n'aura jamais, et parce qu'on est plus vaste que simplement notre mental. Donc retrouvons du respect pour nous-mêmes, j'ai envie de dire, et puis pour notre métier qui est un métier de vocation. Je ne sais pas toi, qu'est-ce qui t'a appelé, parce que vocation, littéralement, ça veut dire être appelé. Alors, en tout cas, moi, c'était très ancien, j'avais 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement, mais enfin par là, et c'était en cours de catéchisme. C'était le pasteur, puisque j'ai été baptisée protestante, le pasteur disait que c'était un beau métier parce qu'on aidait les gens. Et je me suis dit, ah ouais, ça j'ai envie de faire. Et après, j'ai pas changé d'avis. Et je suis tombée récemment, je vais vous lire cette définition parce que je la trouve très belle sur la thérapie, on est thérapeute, qu'on soit thérapeute de médecine physique ou autre, on est thérapeute, je sais qu'il y en a pas mal dans la salle, j'ai bien aimé. La thérapie, c'est se mettre à aimer la difficulté de l'autre, accueillir l'autre et réussir à aimer pour le moment ce que la personne, elle, n'aime pas chez elle. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est accueillir, c'est aimer l'autre là où lui ne s'aime pas encore. Et au fond, il me semble que l'amour, qui est un mot qu'on doit bannir en médecine, hein, on n'a pas le droit d'aimer, enfin moi en tout cas en tant que psychiatre, j'ai absolument pas le droit d'aimer mes patients, ce qui est très embêtant parce que moi je les aime, je les ai toujours aimés, et je ne m'en cache pas. Et j'estime que quand on aime, déjà on a fait un bout du chemin. Tu disais, voilà, parler, les toucher, les observer, les écouter, les examiner, les toucher, hein, parce qu'on ne touche plus personne. Hein, on n'a plus le droit de se toucher la main. Hein, les gens, ils restent comme ça, des fois encore aujourd'hui. Hein. Bon. Et parce que l'amour, c'est ce qui fait que l'énergie circule, et puis c'est ce qui nous transcende. Donc, bien sûr qu'il faut aimer. Ça me semble absolument essentiel. Et là, cette définition se terminait par chaque difficulté est un appel à l'amour pour que le combat cesse. C'est vrai qu'on pourrait voir la maladie comme un combat en soi, et il faut que ça cesse. Je trouvais ça très beau. Oui, le témoignage, le premier que tu as lu, c'est quelqu'un de très sensible. Oui. Et ça, c'est vrai, moi, à la base, je n'étais pas naturellement très sensible. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Je suis sorti de la fac de médecine, j'étais très prétentieux, très rentre-dedans, et en fait, une personne malade, souvent elle est vulnérable, émotionnellement aussi. Bien sûr. Et nos paroles, la Bible dit, la langue, c'est la double tranchant en fait. Tu peux bénir ou maudire en fait avec ta langue, par la façon dont tu parles. Et ça, c'est vrai, je le vois énormément aujourd'hui. Je prie avant chaque journée de consultation. Je prie notamment pour ça, pour que l'esprit me guide, mais aussi surtout parce qu'on a vite fait en fait de faire un écart de langage et d'être un peu trop violent. J'ai une patiente par exemple qui a un cancer là, on m'a raconté, ça l'a détruit. On est en train d'essayer de la soigner, alternative, tout ça, mais bon, c'est le cancer, c'est même avec les bonnes approches alternatives, tout ça, c'est un marathon, c'est long. Il y a des guérisons magnifiques, spontanées comme ça, qui sont toujours, toutes celles que j'ai connues, elles étaient de l'ordre soit du spirituel, soit du psycho-émotionnel. Typiquement le pardon. Voilà. Où j'ai verbalisé un truc que j'avais jamais verbalisé. Et là, il y a des gens qui guérissent de cancer métastatique comme ça. Mais bon, là on n'est pas dans ce cadre-là, on est dans le cadre d'un accompagnement où on essaye, voilà, c'est les gens qui sont. Et puis son oncologue, pareil, ben là il y avait eu une augmentation des marqueurs et tout, et son oncologue lui a lâché, il a commencé à vouloir lui faire signer les démarches Exit, et il lui a dit bon voilà, Exit c'est quand même vachement bien, on a la chance de faire ça, vous n'avez pas à vous jeter sous un train, comme dans d'autres pays et tout. Genre de parole. Mais ça paraît fou, mais il est jeune. Et bon, moi aussi j'en ai dit des phrases comme ça. Mais en fait, effectivement, sur quelqu'un de sensible, tu peux le foutre en l'air. Je vous ai dit, là, en fait, encore une fois,
Parole positive, on a 30% de l'effet thérapeutique, on va là, à 30%. La personne, elle rentre chez elle, si elle est quelqu'un qui est une éponge à énergie négative, dans l'occurrence très sensible, ça va rester, et ça va prendre longtemps pour partir, et ça va vraiment foutre en l'air le processus thérapeutique. Et ça, c'est des trucs, c'est vrai, quand j'étais jeune, je me souviens, écoutez, ça disait, c'est la science, on doit trouver le problème, machin, le résoudre, et finalement, qu'on soit sympa ou pas, qu'on passe un bon moment ou pas, ça n'a aucune influence. Et plus j'avance, je me rends compte qu'en fait, limite, j'ai l'impression que c'est le truc le plus important. Et surtout depuis que je m'occupe de patients pour des cancers, parce que moi j'ai la pression, c'est une maladie qui me fait peur, et c'est mes patients qui m'ont enlevé la peur. Mes patients et la foi. Il y a... Ouais, parce qu'en fait, il y a un film qui m'avait énormément touché, quand j'ai commencé la médecine, c'est-à-dire ça fait que je voulais faire chirurgie plastique, c'était Elephant Man de David Lynch. Parce que, d'ailleurs il est mort il y a pas longtemps, petite dédicace à David Lynch, que Dieu paie à son âme. Parce qu'au final, ouais, il y a cet homme monstrueux, et ce chirurgien, il veut essayer de l'aider, de l'opérer pour qu'il soit moins monstrueux, pour que le regard des autres change sur lui et tout. L'opération ne marche pas du tout, le mec il finit quand même par mourir, et au final, en plus, il n'a pas du tout été accepté par les autres. Mais par contre, il y a eu une rencontre. Et à la fin, John Merrick, le malade qui meurt, il fait comprendre au personnage qui est joué par Anthony Hopkins que c'est pas grave parce que ce qu'il lui a donné, le regard qu'il a eu pour lui, c'est la seule personne qui l'a regardé comme un être humain. Et le fait de l'avoir accompagné, ça c'était la vraie réussite en fait. Et en fait c'est vrai, parce qu'on va tous mourir finalement. Donc c'est immature de se dire oh là là, parce qu'avant j'avais ça. J'essayais de les... Ah mince, vous avez des maladies trop graves, je me disais non, si la personne n'arrive pas à la guérir, tu vois, je comprends en même temps. Non, aujourd'hui, j'ai moins la pression, je fais quand même des tas de choses qui vont les aider, mais je sais que le plus important, c'est ça, c'est l'amour, et c'est pas là où on arrive, c'est le voyage. Avec qui on passe, et comment on passe, est-ce qu'on arrive à communiquer de l'autre. Ça m'a enlevé un poids. Et maintenant, je sais que ouais, mon rôle, c'est d'accompagner. Nous, on soigne et Dieu guérit. C'est ça, absolument. C'est absolument ça. Et j'ai beaucoup aimé, là, quand tu parles de paroles qui peuvent tout d'un coup enlever la maladie, vraiment. C'est des paroles, j'allais dire, qui ne nous appartiennent pas. Elles ne sont pas réfléchies, elles ne sont pas dans notre mental, elles nous sont soufflées de là-haut. Et c'est vrai que c'est ça qui soigne, c'est magnifique. Il y a un neurologue qui a écrit un livre, s'appelle Antoine Sénanque, je crois. La neurologie, c'est une discipline épouvantable. Enfin, excusez-moi s'il y a des neurologues parmi nous, mais je trouve ça terriblement déprimant parce que les diagnostics sont souvent très complexes et subtils à faire. Et pour arriver à un résultat où, de toute façon, on va voir plus ou moins on ne peut rien faire pour les personnes, c'est affreux. Donc c'est une discipline que je trouve personnellement très déprimante. Et il dit, j'ai arrêté d'essayer de soigner, en revanche, j'essaye de prescrire des paroles lumineuses. Et ça c'est magnifique, il prescrit des mots, il prescrit des paroles lumineuses. Parce que, voilà, les patients nous aident, ils nous enlèvent notre peur. C'est vrai que c'est une rencontre, certes dans un cadre thérapeutique, mais c'est une rencontre. Et je trouve ça magnifique, quand on peut s'ouvrir à ça. Donc c'est aussi de l'humilité, et tu décris ton parcours de manière très touchante. Tu dis, j'étais pas un type quand j'étais plus jeune et tout. Je te rassure, moi non plus, je pense qu'on est là, on se bonifie avec l'âge, mais encore faut-il le vouloir. Bon, il faut s'ouvrir. Hein, il faut être ouvert à ça. Si tu as la remise en question, normalement, tu peux t'améliorer. Oui. Et puis ce respect, cet amour, cette volonté de la rencontre, les mots qui soignent, ça c'est très important. Personnellement, je dis, mes patients qui s'améliorent ne sont que ceux qui ont quand même une spiritualité. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est comme si, bien sûr, on peut arriver à améliorer beaucoup, mais il y a une sorte de plafond de verre qu'on ne va pas franchir. Et ceux qui ont une spiritualité, ils vont plus loin. Et est-ce que tu penses, parce que j'ai tendance à penser ça, je ne sais pas ce que tu en penses,
que des fois, souvent, la maladie, c'est un recadrage qui s'opère dans ton corps pour te réorienter spirituellement. Alors là aussi, complètement d'accord, en langue des oiseaux. Bon, la maladie, c'est le mal a dit. Qu'est-ce que cette maladie, qu'est-ce que ce mal va m'apprendre sur moi? Si on le prend comme ça, comme une épreuve, certes difficile, douloureuse, et que j'ai pas choisi, j'ai pas envie, mais va m'apprendre quelque chose, c'est déjà, j'ai renversé déjà le problème. Je ne suis pas Calimero, je suis victime, encore ça qui m'arrive, voilà, là, j'en ai marre, j'en peux plus, etc. Ou je suis écrasée par la chose. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais j'ai déjà commencé cette épreuve, enfin, m'a avancé quelque chose et j'ai déjà commencé à renverser la chose. Et ça, c'est très important, en effet. Ça soigne, par exemple. Et on peut tout à fait accompagner nos patients là-dedans, ce qui n'empêche pas de prescrire des examens, des médicaments, etc. Mais quand on arrive à avoir ce genre de discussion avec eux, ça ouvre, ça les ouvre. L'ouverture, c'est du côté de la vie. La fermeture, c'est pas du côté de la vie. Ouais, aujourd'hui, c'est ce que j'arrive à faire beaucoup. Quand j'étais jeune médecin, là c'était la question qui m'énervait le plus quand les gens disaient mais pourquoi j'ai ça? Je disais mais ce que tu sais quand t'es médecin, pourquoi? J'en sais rien. Là vous avez ça, allez, traitement quoi. Faites pas chier. Mais c'est une question hyper légitime. Les gens ils ont la vraie bonne question. Et aujourd'hui, c'est une des questions que je pose sur les malades chroniques. Mais vous, quel sens ça fait finalement dans votre vie? Est-ce que vous arrivez à faire du sens de ça? Quand est-ce que ça a commencé? Dans quel contexte? Est-ce que... et on travaille beaucoup sur ça, sur la recherche, essayer de comprendre quelle est l'origine. Qu'est-ce que vient faire? Ouais, et puis même, qu'est-ce que dans cette vie, cette maladie vient faire? Qu'est-ce qu'elle est là pour nous dire, pour nous apprendre? Et ça, le sens, le besoin de sens, parce que finalement, la grande question, c'est que tu disais la spiritualité. Spiritualiser, en vérité, c'est la recherche du sens. Exactement. C'est la recherche du sens. C'est vrai que les gens, ils ont besoin aussi, je pense, de faire du sens de leur vie. Des fois, on ne trouve pas. Mais au moins, on a pu le faire. S'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils font leur route ensemble, on fait cette aventure ensemble, ça aussi, c'est bien, comme je disais. Puis un troisième truc, c'est de lâcher prise. Je pense que c'est une mécanique de guérison que tu connais bien. Oui. Et moi, je me rends compte qu'énormément, effectivement, la guérison, elle tient au lâcher prise. Et quand je parlais tout à l'heure du pardon, c'est une forme de lâcher prise. Moi, j'ai grandi avec une maman malade. Elle avait la polyarthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire, auto-immune, qui déforme les articulations. Il y avait des matins, elle ne pouvait pas se lever du lit. Suivi à l'hôpital, très bien balisé, très bien connu, facteur rhumatoïde élevé, syndrome inflammatoire, articulation qui gonfle, depuis 6, 7, 8, 9, 10 ans, des traitements de plus en plus lourds, de temps en temps des corticoïdes, allez hop, des immunosuppresseurs, on continue et tout ça. Tout ça c'est très bien balisé, scientifiquement il n'y a aucun problème, c'est hyper bien décrit, il y a les guidelines, etc. Elle a guéri en quelques jours, le jour où elle a pardonné sa mère. Un jour, elle a eu une conversation avec sa mère. Les conversations, elles se sont un peu fritées et tout. En tout cas, il y a eu des explications. Ensuite, elle est rentrée dans un processus de pardon. Elle était aussi dans une période où elle priait beaucoup. Elle s'était rapprochée de Dieu aussi, de sa spiritualité. Et donc, elle a été motivée justement à parler avec sa mère, à y avoir une explication, mais aussi à la pardonner. C'est pas facile. Son processus de pardon, il ne s'est pas fait comme ça. Mais elle a demandé l'aide de Dieu. Et en quelques jours, quelques semaines, une maladie qui était là depuis 10 ans et qui déformait ses doigts et tout, et a disparu complètement. Même les doigts se sont redressés. Absolument dingue. C'est un magnifique témoignage. Et ça, c'est une forme de lâcher prise. Aussi, oui. Tu vois? Tout à fait. Et ça, les vraies guérisons, moi, je n'en ai vu que comme ça. Nous, on arrive à faire en sorte, en médecine, la médecine que je pratique, médecine fonctionnelle, médecine alternative et tout, sur les maladies chroniques, on arrive à en faire en sorte qu'on arrive à baisser le feu au minimum, si tu veux, longtemps, et les gens vivent avec leur maladie, ils la tiennent en respect. Voilà. Mais la vraie guérison, genre, c'était là, et c'est plus du tout là, et ça revient plus, c'est beaucoup plus, je trouve, j'en ai vu que dans ce type de processus. Les gens pour qui on a prié,
partie. Des gens sur qui on a chassé un esprit, et l'esprit est rentré dans la personne, là, je dis des trucs, c'est complètement cinglé, et hop, l'esprit, une fois qu'il est parti, comme les guérisons de Jésus dans les évangiles, qui chasse un esprit qui en fait était un esprit d'infériorité, la personne est libérée d'un secret, voilà, libérée d'un trauma. Arrêtez de lutter, il y a énormément de gens, beaucoup de femmes avec des psychologies très exigeantes, à fond, exigence et tout. Je vois le lâche un peu prise là-dessus. Et ce forme de lâcher prise, d'abandon, c'est vrai que bon, la foi elle peut amener beaucoup plus facilement à ça, parce que c'est ce que tout le monde, la foi bien comprise, c'est ça. Faire confiance à Dieu. La foi, c'est juste d'avoir confiance à Dieu. C'est tout. Demain, ça va aller, parce que Dieu est bon, parce que Dieu m'aime. Je le sais. Il ne peut rien arriver. Si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Ça, c'est la vraie foi. Il y a des études incroyables. J'étais allé à une semaine de formation Joe Dispenza. Et c'était intéressant. Il a fait beaucoup d'études d'IRM fonctionnel et tout ça. Et il montrait justement l'impact de la prière sur les zones du cerveau qui sont les zones qui font quand même un peu la particularité de l'esprit humain par rapport à l'esprit reptilien purement, on va dire, instinctif, qui sont les zones du gyrus, c'est préfrontal et le cortex préfrontal et le gyrus singulaire. Ces zones-là. Et ils ont prouvé qu'en fait, bon, déjà ils ont étudié sur des yogis qui méditent, incroyable, et tout ça. C'est difficile la méditation. Ils ont vu que ça développait énormément cette zone-là. Les gens, ils répondent, ils gèrent beaucoup mieux le stress, font plus peur, augmentent la qualité d'empathie, l'intelligence, vraiment, parce que quand beaucoup de la bêtise vient du fait qu'on a peur. Donc résistance au stress, à la peur, etc. Meilleure capacité de mémoriser. Enfin bref, ça augmente énormément les capacités intellectuelles. Et puis ils ont demandé des gens de prier. Et on a les mêmes effets par la prière. Mais après, ils ont fait encore une étude, c'est là où tu te dis, ils ont juste demandé à des athées, les gens ne croyaient pas du tout en Dieu, ils ont mis dans l'IRM fonctionnel, on dit juste, pensez à Dieu, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et tu as la même stimulation. Tu vois, on passe, parce que la méditation, c'est costaud, quand j'ai fait le cours de Dispenza, les heures, tout ça, à se concentrer sur la respiration et tout, pour arriver dans ce state, c'est incroyable. La prière, c'est un peu de la piste, parce que tu parles en fait à Dieu, c'est facile, tu as la même stimulation, et carrément juste penser à Dieu, ça avait le même effet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont montré que les personnes, par contre, religieuses qui priaient et qui avaient une vision de Dieu, d'un Dieu qui juge, un Dieu sévère, le Dieu en fait qu'on nous a tous un peu imposé, les religieux nous ont imposé, la carotte et le bâton. Et donc le Dieu, si tu fais le bien, le mal, tout ça, et attention, un peu comme le Père Noël, tu n'auras pas tes cadeaux de fin d'année et tout, là c'était le contraire qui se produit. L'intelligence rétrécie. Et en fait, ces zones-là du cerveau qui peuvent être développées énormément par la spiritualité, par une spiritualité, une vision d'un Dieu qui n'est pas le Dieu d'amour, ça fait l'effet inverse. Très intéressant. Ouais, ça, je ne connaissais pas. J'aimerais juste revenir sur le pardon et le lâcher-prise. C'est des mots qu'on utilise beaucoup et qu'on ne définit pas. Enfin, alors, j'ai une définition toute personnelle du lâcher-prise parce que ça m'a longtemps énervé ce mot. Parce que quand quelque chose me tient à cœur, je prends, puis on me dit lâche. Non, je ne peux pas lâcher. Bon. Alors je dis que c'est un processus, ma définition, c'est juste la mienne. Je dis que c'est un processus en 3 étapes. Il y a une intention claire. Je prends toujours l'exemple d'une année universitaire. Si je m'inscris, a priori, c'est que j'ai l'intention de la réussir. Donc il y a une intention claire. Ensuite, il y a du boulot. Il va falloir aller en cours, prendre des notes, bref, faire des fiches, tout ce que vous voulez. Et le lâcher-prise, c'est le moment où je suis dans ma salle d'examen et je retourne ma feuille d'examen. Là, ça ne m'appartient plus. C'est plus le moment de m'inscrire, d'avoir une intention claire, c'est plus le moment de bosser, c'est fait. Mais maintenant, c'est le moment de faire confiance à moi et que j'ai de la chance, ça ne tombe pas juste sur un passe que j'ai fait ou quoi. C'est ça le lâcher-prise. C'est un processus, c'est quelque chose de dynamique. Et il faut quand même du travail. Voilà. Et c'est le moment où ça ne m'appartient plus. Et au fond, le pardon, c'est un peu la même chose. J'aime bien la définition de Paul Ricoeur sur le pardon. Il dit le pardon, c'est ne pas réduire la personne qui a fait des actes qui m'ont fait souffrir à ces actes-là.
c'est, de nouveau, c'est pas une réduction, c'est une augmentation. Hein, à un moment donné, ça n'appartient plus. La personne est plus vaste que ça. Elle est plus vaste que ses traumas, elle est plus vaste que son histoire, elle est plus vaste que la toxicité que moi je vois. Ça ne veut pas dire que tout le monde la voit d'ailleurs. Hein, et voilà, c'est vraiment cette idée toujours d'ouvrir et d'agrandir. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et la confiance, bien sûr, la confiance, c'est l'opposé de la peur. Et la confiance, pareil, c'est quelque chose qui ouvre. Encore faut-il que ce ne soit pas un Dieu punitif comme on nous a enseigné trop souvent, en effet. Je comprends qu'il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu. Mais ils croient en la source ou en la lumière. D'ailleurs, on peut l'appeler comme ça, c'est pas gênant. Mais je trouvais important de revenir à ça parce qu'il me semble qu'on ne s'en sortira pas de ce transhumanisme si on ne passe pas par la case... par la case ouverture à autre chose. Ce transhumanisme, ça nous rétrécit de plus en plus. Hein. On ne se serre plus la main, on ne se regarde plus, on ne s'examine plus, on ne s'écoute plus, on rentre les trucs dans une machine qui va sortir un diagnostic, peu importe qu'il soit juste ou faux, mais tu as raison, il rentre bien dans le guideline. Et vous avez vu, c'est que des mots américains. Ça m'énerve, ça aussi. Hein? Oui, c'est de là que ça vient, mais justement, ça m'agace parce que la langue française est tellement riche, tellement belle. Alors c'est guidelines, c'est je sais pas quoi, trend, enfin j'ai entendu de ces trucs, benchmark, enfin que des mots que je comprends pas. Burnout, ça m'énerve aussi. En français, il y a des mots pour tout ça. Ah là là, donc voilà, ça m'agace. Mais oui, ça nous rétrécit de plus en plus, et puis ça nous fait croire qu'on peut se comporter comme des dieux, ce transhumanisme. Ah, on va être augmenté, c'est formidable, non? Ouais, moi je trouve pas ça formidable du tout, personnellement. C'est vraiment, quand on voit par qui c'est porté, c'est vraiment voilà. La caricature du matérialiste, en fait. Matérialiste qui a probablement beaucoup de choses à se reprocher, qui a beaucoup de cadavres dans le placard, donc absolument pas envie de se retrouver devant Dieu, donc on a envie de prolonger cette vie terrestre au maximum. Quand j'entends Jacques Attali dire que lui, il trouve que c'est une super idée que de se télécharger dans un cloud pour être éternel quand ton esprit reste. Je veux dire, comment tu peux, sérieusement, il faut être vraiment malade et triste et ne pas connaître, n'avoir vraiment aucune notion de la beauté, justement, de Dieu et de l'amour et de ces choses-là, tu vois. Moi, j'ai hâte de mourir. Parce que oui, je le dis, j'ai hâte. Parce que bon, j'ai fait des expériences spirituelles et je sais un peu ce qu'il y a de l'autre côté et c'est vraiment c'est beau et je pense que je vous encourage hein, si vous avez peur si vous avez peur de la mort, vous avez peur de la vie et vous êtes manipulable. Donc aujourd'hui on a il y a le marchand qui vient bientôt, plein de gens qui peuvent parler justement de la vie après la mort. Il y a beaucoup de... Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé énormément d'étudier ça, les EMI, toutes ces choses-là. Qui effectivement m'ont rassuré par rapport à la mort, surtout ont rassuré mon esprit scientifique, parce que c'est quand même assez bien documenté aujourd'hui de manière scientifique. Et puis aussi m'ont modifié vachement les notions par rapport à l'éducation chrétienne que j'avais reçue. Ça m'a donné une autre saveur, un autre regard sur la foi chrétienne, avec un Dieu, un Jésus beaucoup plus cool. Et grand et beau et bien plus grand que ce que les milieux religieux avaient pu me communiquer. Même si à l'intérieur, j'avais toujours... j'étais pas très perméable au formatage religieux, on va dire. Oui, je te prends volontiers. Ouais, pas très perméable à tout ce qui vient... quelqu'un pas très formateur. C'était longtemps reproché, ça fait beaucoup de réunions de parents, d'élèves et tout ça pendant longtemps dans ma vie, mais un jour dans ma vie c'est devenu utile, ça s'est montré comme un atout. Aujourd'hui je suis content, c'est un autre parcours. Ouais. Tu parlais de gens qui font des expériences de mort imminente. D'ailleurs, Frédéric Le Marchand les appelle de vie agrandie, des expériences de vie agrandie. Je trouve ça très joli. Il y a aussi quelqu'un de très inspirant qui s'appelle Vincent Hamon qui a fait aussi cette expérience-là. Et lui, il dit, et j'aimerais peut-être qu'on se quitte là-dessus, il n'y a pas d'espoir pour celui qui bannit sa propre spiritualité. Je trouve ça très juste, très beau. C'est vraiment ça qui donne de l'espoir. C'est justement tout ce qui va nous agrandir, en fait. Je vous remercie.